Ouvrez les bancs. Donc nous allons par les enfants donc d'une lecture de l'extrait de la lettre des poilus. Alors, pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, des centaines de milliers de lettres et cartes postales circulent quotidiennement, du front à l'arrière et inversement. Jaunis et pieusement conservés, ces témoignages intemporels sont aujourd'hui d'un grand intérêt humain, un rempart contre l'oubli. Les élus du Conseil municipal des enfants ont voulu s'emparer de ce sujet pour évoquer en ce jour la mémoire de la Grande Guerre. Écoutons-les. Louise, Eloélio et Tino. L'acheminement du courrier est difficile durant la Première Guerre mondiale. Le transport des lettres est non seulement ralenti par la saturation des centres de tri et des distributions, mais aussi par la censure. Ainsi, afin de simplifier le traitement du courrier et la censure, l'administration militaire va créer des cartes préimprimées avec des phares type « Les soldats n'ont plus qu'à rayer les phrases qui ne correspondent pas à leur situation ». Ces lettres sont de précieux témoignages sur la vie au front. Malgré la censure, les poilus évoquent les effroyables conditions matérielles dans lesquelles ils se trouvent. Ils expriment leur souffrance face à la boue des tranchées, au manque de nourriture, au froid, aux assauts ennemis et à la peur de mourir. Tout en essayant de rassurer leurs proches, certaines lettres très émouvantes sont écrites par des soldats sur le point d'être fusillés, souvent injustement, pour mutinerie ou désertion de poste. Nous allons vous lire des extraits des lettres du dessinateur Pierre Verger, la lettre que le caporal Henri Foch adresse à sa femme avant d'être fusillé en 1914, et un poème de Didier Venturini intitulé La lettre et écrit en 2009. Lorsqu'éclate la guerre de 1914-1918 et qu'il est mobilisé, Pierre Verger commence à être connu à Paris comme dessinateur. Il est nommé sergent d'infanterie et envoyé en première ligne où il endure la guerre des tranchées. Et le 2 avril 1919, alors qu'il avait réussi à survivre au combat des fantassins et à la boue des tranchées, il a la malchance à quelques mois de sa démobilisation et comme tant d'autres poilus, de contracter la grippe qui l'emporte. Il ne cessera de dessiner dans la boue des tranchées.
et toutes les lettres qu'il envoie à son père ou son entourage seront illustrées de croquis. De sa correspondance avec son père, à qui il écrivait 2 fois par semaine environ, ne subsistent que 17 lettres, dont 16 illustrées, envoyées entre le 29 mars et le 11 juin 1915. Son dernier témoignage, daté du 6 juin 1918, est un court message écrit à l'encre de Chine sur un fragment de toile. Sur ce débris d'une aile d'avion Bosch, descendu près de nous ce matin, je t'envoie mon affectueux souvenir. Nous allons vous lire quelques extraits de ces lettres. Premier extrait, Troyon, 1er avril. Je pars tout à l'heure, bien que nous soyons censés être au repos, avec une équipe de terrassiers pour travailler à l'établissement d'une tranchée de 3e ligne qui est en bonne voie. Il faut que tu le mettes plus proche, relis, bien proche. Je pars tout à l'heure, bien que nous soyons censés être au repos, avec une équipe de terrassiers pour travailler à l'établissement d'une tranchée de 3e ligne qui est en bonne voie. J'y passerai probablement l'après-midi et souhaite qu'il fasse le même temps qu'hier. Hier matin, la campagne était toute blanche de neige. Puis, le soleil a percé certaines prairies où se creusent de nombreux trous de marmites Bosch, prenaient sous la neige l'aspect de paysages lunaires avec leurs montagnes en forme de cuvette. Puis, le soleil a percé les nuages et tout le jour a fait une bonne chaleur. Par moments presque accablante. Si cela se maintient aujourd'hui, la corvée de terrassement sera un plaisir. Deuxième extrait, le 6 avril. Hier, profitant d'une accalmie, j'ai été visiter la tranchée de la 9e compagnie, un peu à gauche de la nôtre. Le clou de cette tranchée est un point dénommé point U, où la ligne Bosch et la nôtre ne sont éloignées que de 6 à 7 mètres. Les trébuchets sont presque à se toucher. C'est invraisemblable et pourtant cela est. D'une tranchée à l'autre, l'on se parle sans élever la voix et on se jette des journaux, des cigarettes, des étuis à cartouches. Troisième extrait, le 17 avril, Pierre Verger commente un de ses dessins de la tranchée. À gauche, au premier plan, le tombeau sommaire d'un soldat inconnu. Plusieurs sont tombés par là lors des derniers combats de janvier. Sont-ils allemands ou français? On n'en sait rien. On n'en sait en général rien. Leur présence a été révélée seulement pendant les travaux d'élargissement des tranchées. Plusieurs sont si proches de la paroi qu'il faut continuellement arroser au chlore à cause des infiltrations et des énémations. Lettre du caporal Henri Foch à sa femme. Comme 24 autres poilus injustement accusés d'avoir reculé devant l'ennemi, le caporal Henri Foch a été jugé et fusillé avec 5 autres de ses camarades à Vingré le 4 décembre 1914. Voici sa dernière lettre adressée à sa femme. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite, j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple.
Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. Je vais me confesser à l'instant et espérer te revoir dans un monde merveilleux. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. Ma dernière pensée à toi, jusqu'au bout, Henri Floch. La lettre, poème écrit par Didier Venturini en 2009. À la lueur d'une bougie, je t'écris ces quelques mots. Ces quelques mots pour dire qu'ici, on monte au front, c'est pour bientôt. Mais ne t'inquiète pas pour moi, j'ai la santé, juste l'ennui. Courage, confiance, priez pour moi, nous serons bientôt réunis. C'est de la tranchée que j'écris, je n'ai pas une minute à moi. Alors comment vont les petits, toujours sans nouvelles de toi? Surtout, écris-moi tous les jours. J'ai des heures de nostalgie. Le danger m'effraie à mon tour. Y a-t-il encore des jours et des nuits? Je joins quelques photographies, celle du soldat sous le pommier, pourrait te faire oublier qu'ici nos joies de gosse sont envolées. J'espère quand même que mon étoile me fera revenir au monde, que tout ne finira pas mal dans cette boue, cette guerre immonde. Merci. Donc le message de l'UFAC va être lu par les enfants. C'est le souhait de l'UFAC cette année. Donc on va leur laisser la parole. Message de l'UFAC du 11 novembre 2023. Il y a 105 ans, le 11 novembre 1918, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France retentissaient pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 52 mois. Dès lors, notre pays se couvrit d'un manteau de monuments aux morts où furent gravés les noms de tous ceux qui, enfants de ces villages, de ces villes ou villages, qui ne connurent aucune exception, avaient donné leur vie pour la sauvegarde de notre patrie. Au fond de l'âme de chaque Français, ces monuments avaient sans doute valeur de talisman destiné à exorciser l'indicible et afin que celle que l'on dénommera la Grande Guerre fût la dernière. Hélas, aujourd'hui, et depuis 20 mois, la guerre est de retour en Europe. Et, comble d'ironie, on y retrouve des ingrédients de la Grande Guerre tels que des tranchées qui figent le front et le rôle déterminant de l'artillerie. C'est pourquoi, en ce jour de commémoration, qui, compte tenu du contexte, revêt un aspect particulier et doit servir d'alerte, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, en même temps qu'elle rend hommage au courage exemplaire des poilus, comme de tous les morts pour la France, de toutes les guerres, rappelle l'un de ses objectifs fondamentaux, s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, l'obtenir par la négociation, agir résolument et avec persévérance pour la paix et œuvrer dans ce sens avec les générations nouvelles. Vive la République, vive la France! Merci à vous, bravo. Donc je vais vous faire lecture du message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises
et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement. Sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombeaux ouverts pour un fils ou un père, au pied des monuments morts dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'Arc de Triomphe, pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts, une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance, quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008, et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs sur notre sol, comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur les terres déchirées des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'Arc de Triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France !» Aux morts. Guerre 14-18. Allié Gaston, mort pour la France. André Félix, mort pour la France. André Marius, mort pour la France. Aymar Albert, mort pour la France. Bessa François, mort pour la France. Barral Étienne, mort pour la France. Blanc Émile, mort pour la France. Boucher Aimé, mort pour la France. Charles-Émile, mort pour la France. Chazot André, mort pour la France. Chrétien Aimé, mort pour la France. Combe Émile, mort pour la France. Coulon Jean, mort pour la France. Couve Mathieu, mort pour la France. Desjardins Raoul, mort pour la France. Delmont Camille, mort pour la France. Delors Désiré, mort pour la France. Fabre Albert, mort pour la France. Fabre Eugène, mort pour la France.
Forêt-Isidore, mort pour la France. Desnoyers-Jean, mort pour la France. Gourat-Armand, mort pour la France. Gourat-Émile, mort pour la France. Gruvel-Émile, mort pour la France. Gruvel-Yves, mort pour la France. Jean-Antonin, mort pour la France. Lange-Marcel, mort pour la France. Lausière-Gaston, mort pour la France. Lermé-Casimir, mort pour la France. Mans-Aimé, mort pour la France. Martin-Prosper, mort pour la France. Noïs-René, mort pour la France. Audou-André, mort pour la France. Pellegrin-Armand, mort pour la France. Pigourier-Henri, mort pour la France. Reynaud-Camille, mort pour la France. Ray-René, mort pour la France. Richard-Louis, mort pour la France. Roche-Basile, mort pour la France. Roche-Constant, mort pour la France. Sabatier-Alphonse, mort pour la France. Sabatier-Édouard, mort pour la France. Trial-Paul, mort pour la France. Vedel-Gabriel, mort pour la France. Viala-Paulin, mort pour la France. Vidal-François, mort pour la France. Vidal-Louis, mort pour la France. Martinez-Émile, mort pour la France. Guerre 39-45. Brousson-Jean, mort pour la France. Berquier-Roger, mort pour la France. Figuier-Marcel, mort pour la France. Mazurel-Louis, mort pour la France. Pouget-Edmond, mort pour la France. Mort pour la France en 2023 en Irak. Sergent-chef Gauchot-Baptiste du 19e régiment de génie de Besançon, mort pour la France. Adjudant-chef Latourte Nicolas du 6e régiment de génie d'Angers, mort pour la France. Sergent-chef Mazier Nicolas du CPA 10 d'Orléans, mort pour la France. Fermez les bancs. Nous avons fait une minute de silence. Merci à toutes et à tous. Donc cette cérémonie d'hommage est presque terminée, puisqu'après nous aurons un petit vin d'honneur.
Je voulais remercier bien sûr le porte-drapeau, Cyprien, c'est une première, je crois que ça s'est bien passé. La Peña Mitra qui est avec nous aujourd'hui. Je remercie bien sûr tous les Aubésiens et les Aubésiennes qui sont là présents. Et je voulais faire un remerciement particulier pour notre jeunesse qui est ici autour de moi là. Donc chers Aubésiens, donc au cœur de notre devoir de mémoire, le Conseil municipal des jeunes s'engage avec ferveur pour honorer nos héros tombés au combat. Donc ensemble, cultivons l'héritage de paix et de solidarité pour un avenir florissant. Donc merci à notre jeunesse et si vous le voulez bien, je pense qu'il faudrait les applaudir. Bravo.